Bonjour à tout le monde. Merci pour votre patience et j'espère que je n'achèverai pas de vous fatiguer. Je suis donc censé vous parler de la médecine savante tibétaine et cette médecine est, on pourrait dire, c'est la petite sœur des grandes traditions de médecine savante de l'Inde et de la Chine, auxquelles elle a emprunté certains de ses aspects. Elle est apparue beaucoup plus tard, comme on pourra le voir tout à l'heure, mais je représente donc en quelque sorte une Indochine, le monde tibétain par bien des aspects. Et je profite de cette situation un peu d'intermédiaire entre les deux pôles culturels pour vous proposer de commencer par un zoom arrière, car il me semblait que cette exposition et les propos qui ont été tenus ce matin méritent d'être placés dans un contexte plus large et je souhaitais vous proposer des éléments de réflexion. En effet, Frédéric Aubringer a tout à l'heure souligné l'importance qu'il y avait à ne pas appliquer sur ces médecines d'Asie nos propres préconceptions. Et ces préconceptions commencent par des termes qu'on a employés sans cesse, médecine, maladie, mais ce sont des termes qui ne vont pas du tout de soi, même de notre propre point de vue, si on y réfléchit. En effet, si on parle de médecine d'Asie, cela ne peut être dans l'acception qu'a pris ce terme médecine dans nos sociétés occidentales contemporaines. C'est-à-dire un savoir technique. La médecine n'est pas une science, c'est un art, mais cet art est fondé sur la science biologique, ou en tout cas prétend être fondé à sa légitimité en étant fondé sur un savoir scientifique biologique. Ce savoir est transmis dans un cadre disciplinaire contrôlé et standardisé, exercé dans un cadre professionnel spécifique, réglementé par des dispositions qui s'appliquent à l'ensemble des praticiens. Or, cette définition-là, telle que pour nous, c'est la médecine, elle ne peut évidemment pas s'appliquer aux médecines traditionnelles ou médecines d'Asie, c'est systèmes médicaux qui se sont développés en Asie, parce que bien des aspects qui définissent notre médecine moderne ne peuvent pas s'appliquer comme cela vous est déjà apparu dans les propos qui ont été tenus ce matin. On le voit bien donc avec le contenu de l'exposition proposée par le musée Guimet, où ce qui ressortit à des médecines en tant que savoir et pratique spécialisées, reposant sur des traditions savantes, fondées sur des corpus écrits, ce dont il a été question en grande partie ce matin, ce qui donne le titre de médecine d'Asie à l'exposition, eh bien, ces savoirs, ces pratiques qui concernent essentiellement des désordres ressortissant à des lois naturelles générales et donc identifiables au moyen de démarches diagnostiques d'inférence rationnelle, eh bien, ces médecines savantes donc n'occupent qu'une partie du champ thérapeutique, à côté des démarches relevant plutôt du religieux, prière, formules magico-religieuses, divination, exorcisme, rituel, recours à des médiums, etc. Et donc, en fait, on peut se demander si cette exposition, plutôt que de parler de médecine d'Asie, on aurait plus justement pu parler de thérapeutique d'Asie. Parce que bien des aspects qui sont représentés dans cette exposition ne relèvent pas, sont souvent en dehors du champ même de ces médecines savantes traditionnelles d'Asie. Je pense à l'exorcisme. Généralement, l'exorcisme n'est pas pratiqué par des médecins traditionnels indiens ou chinois, bien qu'il y a des exceptions, bien sûr, mais je tenais à un peu souligner ces aspects. Donc, parler plutôt de thérapeutique. Les médecines d'Asie au sens strict ne constituaient donc traditionnellement qu'un recours thérapeutique parmi d'autres, sans doute même statistiquement minoritaires dans chacune de leurs aires culturelles. En effet,
la documentation historique ne nous permet pas de savoir quelle était l'importance, je dirais, statistique de l'intervention de ces médecins traditionnels dans le domaine de la maladie et de la santé. Nous ne le savons pas. Et il est évident aussi que la disponibilité de tels savoirs et de pratiques spécialisées, d'expertise particulière, n'était pas évidemment la même en fonction si vous habitiez un village ou dans un centre politique ou urbain important. Et il faut aussi souligner que ces savoirs et ces pratiques, même savantes, qui font référence à des sources textuelles, à un corpus textuel, eh bien, sont généralement exercés à des niveaux de sophistication thérapeutique très variables selon les praticiens, en fonction d'un contrôle, en l'absence d'un contrôle professionnel ou étatique qui aurait visé à une certaine standardisation. C'est également très important, hein, c'est que lorsque, aussi bien dans le monde indien que dans le monde chinois et dans le monde évidemment tibétain ou sud-est asiatique, eh bien, dans l'histoire, même si parfois certains pouvoirs politiques ont tenté d'exercer un certain contrôle ou en tout cas de promouvoir un certain standard de connaissance, il n'y a jamais eu quelque chose qui peut ressembler à notre situation occidentale, moderne, où les médecines sont encadrées par des lois, des règlements, des procédures très, très spécifiques. Et donc, dans le contexte de ces médecines traditionnelles d'Asie, le délit d'exercice illégal de la médecine n'existait tout simplement pas. Ayant remis en contexte la notion de médecine d'Asie, qui est l'objet principal de l'exposition, passons maintenant à la notion tout aussi problématique de maladie, laquelle semble aller de soi au premier abord. Pour aller vite, disons qu'en français, le terme maladie renvoie au moins à 3 significations différentes. Un événement concret affectant un individu donné, première acception. Deuxième, une entité nosologique ou taxonomique entrant dans une nomenclature dite nosologique, c'est-à-dire la tuberculose, le sida, la psychose maniaco-dépressive, et laquelle est généralement, cette entité taxonomique est généralement le propre des médecines savantes, c'est-à-dire que dans d'autres recours thérapeutiques, on n'a pas ces nomenclatures extrêmement détaillées et souvent sophistiquées. Et enfin, on a, troisième acception du terme maladie, la notion générale et abstraite d'un état qui est opposé à la bonne santé. Ça nous semble aller de soi, mais rien qu'à ce niveau-là, ça pose quantité de problèmes, puisqu'on tendance à rentrer dans un cercle vicieux rationnel qui est de définir la santé, c'est l'absence de maladie, et la maladie, c'est lorsque on n'est pas en bonne santé. Et la philosophie de la médecine a réfléchi sur ces questions. Qu'est-ce que c'est le normal et quel est le pathologique? On voit bien qu'on dit, vous êtes diabétique à partir d'un certain taux de glycémie dans le sang, mais si on dose la glycémie dans un échantillonnage très large de population, tout le monde n'a pas 1 gramme. Voyez, et donc on a une courbe, ce qu'on appelle une courbe de Gauss, et puis on va définir des limites supérieures et inférieures. Mais on voit bien que cette notion de cette différence que spontanément, cette coupure que nous spontanément on mettrait entre le normal et le pathologique est en fait quelque chose de transitoire. Hein. Et on voit, alors ça, ce qui est particulièrement évident, c'est dans le domaine de la nosologie psychiatrique, par exemple, hein, les maladies psychiatriques, mais on en a un certain nombre où on a des états tout à fait intermédiaires. Vous avez des gens qui, naturellement, et ils peuvent vivre parfaitement avec ça, ont ce qu'on appellerait une bipolarité, mais assez peu développée, et qui, ça peut même leur donner des avantages dans la vie commune. Donc, vous voyez, c'est première chose, même cette notion générale de maladie ne va pas de soi. Ensuite, cette notion, la notion de santé, par exemple, est très très chargée émotionnellement pour nous tous, n'est-ce pas? Et le mot même de santé a quelque chose à voir avec le salut religieux.
Et ce n'est pas du tout un hasard si dans de grandes traditions religieuses comme le christianisme ou le bouddhisme, les figures fondatrices, le Christ ou le Bouddha, peuvent être perçus comme des thérapeutes par excellence, puisque aussi bien le Christ que le Bouddha, le Christ médecin, souvent représenté dans l'Occident médiéval, ou le Bouddha, le maître des remèdes, ou les diverses formes de ce maître des remèdes en milieu bouddhique et entre autres au Tibet. Ensuite, même la santé, la définition de l'OMS, vous voyez, où la santé serait un parfait bien-être, etc., c'est une définition très optimiste, mais si on la prenait au pied de la lettre, je pense qu'il y a très très peu de gens qui seraient en réalité en bonne santé. C'est un idéal qu'on voudrait atteindre, mais même là, vous voyez, la définition de l'OMS ne va pas de soi. Ensuite, il faut bien prendre conscience que dans beaucoup de sociétés, et je crois que vous avez déjà commencé à l'entrevoir, la maladie entre dans la catégorie plus large du malheur. Tout comme la maladie est alors une modalité de l'infortune, la santé est symétriquement un aspect de l'ordre harmonieux qui régit idéalement les rapports spatiaux et temporels de l'individu avec le monde et les autres. C'est quelque chose de très important et ça nous éclaire aussi sur l'importance d'un certain nombre de pratiques même intégrées dans ces médecines traditionnelles savantes ou qui se sont maintenues à côté d'elles, renvoient à cet aspect où la maladie, n'est pas du tout quelque chose, une catégorie séparée de l'ensemble plus large du malheur et de l'infortune. Et je voudrais peut-être là juste vous donner un exemple. Dans l'exposition, vous allez voir un certain nombre de représentations de ce qui est appelé communément, et c'est le Bouddha de médecine. Moi, je n'aime pas ce terme parce que, en réalité, Vaishajaguru, qui est le terme sanskrit qui désigne cette figure de Bouddha, signifie littéralement le maître des remèdes et pas de la médecine. Parce que si on parle du Bouddha de médecine, ça voudrait dire, ça donne le sentiment que ce Bouddha est lié à un savoir médical au sens propre. C'est absolument pas le cas. Si on prend les sutras qui traitent, qui sont consacrés à cette forme de Bouddha, ce Bouddha est invoqué justement parce qu'il est le médecin par excellence, c'est-à-dire celui qui délivre de la douleur et de l'infortune dans tous ses aspects. Oui. Donc, encore une fois, il faut, tout à l'heure, Frédéric Aubranger insistait sur l'importance en Chine d'utiliser les bons mots, et je crois que c'est quelque chose que nous pourrions, avec beaucoup de profit, prendre à notre compte et faire très attention à cela. Alors maintenant, passons rapidement à cette seconde acception du terme maladie, c'est lorsque l'on parle d'entités nosologiques, c'est-à-dire des termes qui désignent des types de maladies qui, dans les médecines savantes, vont entrer dans des classifications souvent assez complexes. Et il faut bien, là aussi, se rendre compte que, contrairement un peu à un lieu commun ou à ce qui pourrait s'imposer à notre esprit de prime abord, ce ne sont pas des entités naturelles. Les maladies classificatoires, la tuberculose, le sida, ce ne sont pas des entités naturelles qui s'imposeraient universellement à l'observation. Et ce sont des entités construites et donc culturellement déterminées. C'est-à-dire que si vous prenez un nom de maladie dans la médecine ayurvédique ou dans la médecine chinoise, c'est souvent impossible de lui donner un équivalent dans la biomédecine. Oui. Autant une vache, vous pouvez trouver le nom chinois, le nom sanskrit, et vous savez que c'est une vache, autant la tuberculose, par exemple, vous n'avez aucun équivalent. Alors, bien entendu, pourquoi? D'abord, en Occident, la tuberculose peut avoir des formes pulmonaires, entre autres, des formes pulmonaires et des formes osseuses. Or, les symptômes ne sont absolument pas les mêmes. Ce qui fait qu'en Occident, on les range,
sous la même catégorie, c'est qu'il y a une cause infectieuse qui est le bacille de Koch. Mais ces mêmes symptômes osseux ou pulmonaires en Chine ou en Inde ne vont pas être du tout, peuvent tout à fait être séparés dans des entités classificatoires différentes. Mais si nous parlons de maladie au sens général, ou alors comme maladie individualisée dans des nosologies, c'est parce qu'il y a d'abord et fondamentalement des maladies événements qui affectent des individus socialement situés. Ainsi que la naissance et la mort, la maladie est un événement tout à la fois individuel et social imposé par la condition biologique de l'homme. Toutefois, à la différence de la naissance et de la mort, la maladie est généralement plus ou moins réversible. Ça, c'est quelque chose qui me semble très important. C'est-à-dire que beaucoup de maladies, perçues comme telles, considérées comme telles dans un milieu culturel donné, en fait, peuvent tout à fait guérir spontanément sans qu'on fasse rien ou qu'on ait fait quelque chose, et on va donc croire que ce qu'on a fait a causé la guérison. Et évidemment, c'est un problème qui est constamment auquel est confrontée la biomédecine et la biologie, qui veut se reposer sur, lorsqu'on fait des tests cliniques, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le double aveugle, justement, l'effet placebo, etc. Et donc, dans les contextes notamment traditionnels, il est très difficile de se faire une idée même de l'efficacité thérapeutique biologique. On peut tout à fait avoir une idée de l'efficacité globale. Comme tout à l'heure Frédéric le soulignait, j'adore cet exemple, n'est-ce pas? C'est Monsieur Berlioz qui s'occupe de dames qui ont des symptômes et qui fait quelque chose qui est complètement faux du point de vue de la théorie physiopathologique chinoise et de la bonne acupuncture telle qu'elle pourrait être définie dans des textes chinois, mais qui a des résultats extraordinaires. Et ce qui, moi, me fascine chaque fois, quand il y a des procès pour exercice illégal de la médecine, et parfois avec des méthodes complètement étonnantes, très très étranges, vous avez toujours quantité de personnes qui viennent témoigner pour dire mais que ça va très très bien. Ce monsieur mérite d'être récompensé plutôt que puni. Tout récemment, n'est-ce pas, avec le Covid, on a vu, et ça continue, toutes les discussions, les polémiques autour du professeur Raoult. C'est-à-dire que juger de l'efficacité biologique d'une action thérapeutique est extrêmement difficile. Donc n'oublions pas que beaucoup de maladies guérissent spontanément ou en grande partie. Et nous avons beaucoup de mal quand nous lisons ces textes anciens, à nous mettre dans la situation épidémiologique de l'époque. Quelque chose qui, moi, m'a beaucoup frappé quand je faisais des terrains au Népal et que je vivais dans un village de montagne où il n'y avait pas d'infrastructures sanitaires, etc. C'est le poids quotidien de la maladie dans la vie villageoise. Pratiquement tous les soirs, j'entendais le tambour d'un médium qui était appelé dans telle ou telle maison parce qu'il y avait un malade. Et donc, je parlais tout à l'heure de la naissance et de la mort, mais ça n'a lieu qu'une fois. C'est lié à notre condition biologique. La maladie, c'est récurrent, et dans les sociétés traditionnelles, c'était extraordinairement présent. Donc, ça veut dire aussi que les gestes thérapeutiques, quels qu'ils soient, que ce soit proprement médicaux ou d'exorcisme ou quoi que ce soit d'autre, ces gestes ont une présence dans la vie culturelle extrêmement importante. Et il ne faut pas oublier que c'est à travers ces rituels, que c'est à travers ces démarches que très souvent les sociétés sont réconciliées, les communautés sont réconciliées, se rappellent leur mythe fondateur, leur identité, fortifient leur identité, etc. Et donc, lorsque l'on parle de l'efficacité des pratiques thérapeutiques, il ne faut pas juste y voir l'efficacité biologique ou même l'efficacité individuelle, mais voir aussi l'efficacité sociale.
la médecine a aussi un rôle social et dans beaucoup de médecines traditionnelles ou de sociétés traditionnelles, la thérapeutique jouait un rôle important dans la transmission de l'identité et des valeurs culturelles. Donc, la maladie est d'abord une prise de conscience personnelle d'une altération psychosomatique vécue comme déplaisante et incapacitante. Il faut bien relever que le seuil de perception et la pertinence différentielle des symptômes sont fortement influencés non seulement par le milieu culturel, mais aussi par la biographie de l'individu et l'histoire de son groupe. Ça, c'est les anthropologues qui ont étudié des parcours thérapeutiques, c'est quelque chose qui apparaît très nettement. C'est-à-dire qu'un symptôme, s'il apparaît dans un environnement totalement serein, une histoire sereine, etc., sera très souvent, dans un premier temps, peu anxiogène et entraînera des démarches, je dirais, qui peuvent être très circonscrites, le savoir thérapeutique familial, l'entourage, etc. Mais si ce même symptôme apparaît dans une histoire et un contexte social où il y a d'autres événements du malheur et de l'infortune, si la famille a perdu, c'est pas des animaux de son élevage ou d'autres événements qui ont pu les toucher, à ce moment-là, la charge pour ce même symptôme, la charge émotionnelle, sera beaucoup plus grande et donc on mobilisera des recours thérapeutiques beaucoup plus étendus. Dès le départ, le vécu subjectif de la maladie a donc déjà une dimension sociale. La première étape d'une maladie en tant que phénomène social est la communication du fait à d'autres par la parole et un comportement souvent culturellement homologué. La personne atteinte accède alors au statut social de malade. Ça, c'est très important. C'est parce que la maladie vous empêche, d'une certaine manière, de remplir vos fonctions sociales, vos obligations sociales, vos responsabilités familiales. Et il faut donc qu'il y ait une sorte de procédure de reconnaissance de votre entourage et de la communauté, de votre état de malade. Ce n'est pas de votre faute. Et c'est même chez nous, n'est-ce pas? Si vous êtes malade et si vous ne voulez pas aller au boulot, il faut aller voir un médecin pour avoir un certificat médical. Et donc, il y a un statut, une reconnaissance du malade et pour accéder à cette reconnaissance, le malade, dans un milieu culturel donné, doit se comporter d'une certaine façon, et ce n'est pas de la même façon qu'il se comporte partout. Donc, ce rôle social de maladie est susceptible d'avoir des implications très diverses selon les cultures et les contextes particuliers. Activation de solidarité ou au contraire marginalisation, intégration à de nouvelles structures sociales. Je pense en Afrique, par exemple, on intègre les malades dans des communautés particulières, auxquelles sont attribuées des fonctions sociales particulières. Et ce sont là des modes d'expression du fait d'être malade qui sont légitimés dans le contexte et d'autres qui sont, par exemple, légitimés dans le contexte de la possession institutionnalisée. Je prends un exemple qui est assez courant dans le monde himalayen que je connais bien, c'est que beaucoup de médiums, on peut aussi appeler parfois des chamans, qui vont avoir une sorte de carrière dans laquelle ils vont être reconnus comme réceptacles de temps en temps d'une divinité particulière, eh bien, cette divinité, à un moment donné, va les élire, susciter chez eux un sentiment de vocation. Et ça se manifeste très généralement par de la maladie. Et quand moi-même j'ai fait des enquêtes sur le passé de certains nombres de ces médiums, on voit que souvent à l'adolescence commencent à présenter des troubles, parfois mentaux, mais pas nécessairement. Ça peut être d'autres symptômes qui peuvent apparaître tout à fait organiques. Et pendant tout un temps, la famille va essayer de trouver des recours thérapeutiques sans faire appel à l'idée qu'il s'agirait d'une élection par une divinité, mais à un moment donné, lorsque le trouble est persistant, eh bien, on va reconnaître qu'il s'agit là d'un appel d'une divinité pour en faire de la personne concernée
son réceptacle temporaire, et à ce moment-là, cette personne, homme ou femme, va entrer dans un processus d'apprentissage auprès d'un autre médium et va progressivement maîtriser sa possession, et sa maladie va cesser, il n'est plus considéré comme malade, et il va devenir un guérisseur. De manière aussi impérative que sa reconnaissance sociale, le caractère délétère, inopiné et apparemment sélectif de la maladie exige de celui qui en est atteint, assisté de son entourage et éventuellement de spécialistes, la recherche d'une explication et le recours à une action présumée efficace. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que la maladie, en tant qu'événement individuel qui implique immédiatement un entourage plus ou moins élargi et la communauté, cette maladie va susciter une demande, à la fois une explication, c'est-à-dire une demande de sens, et d'autre part, une action. Il faut faire quelque chose. Donc la médecine, ou ce que les thérapeutes, au sens large, peuvent proposer comme explication diagnostique ou physiopathologique, ce n'est pas tellement une recherche de savoir, je ne veux pas savoir de façon abstraite, si vous voulez, pas qu'on m'explique la tuberculose, mais quel sens ça fait pour moi, dans mon histoire, dans celle de ma famille. Et surtout, il faut que cette explication proposée aboutisse assez rapidement et à une action. Il faut faire quelque chose. Oui. Et c'est... Lorsque nous lisons des textes ayurvédiques ou tibétains ou chinois, ou qu'importe de ces médecines savantes, il faut aussi avoir cela en tête. Et on voit aussi que le type de réponse apportée par ces médecines savantes, souvent donc des processus biologiques de type naturaliste, ne répondent pas aux mêmes attentes de sens que les réponses plus personnalistes. C'est une conjonction astrale, c'est un ancêtre, c'est un démon qui possède la personne ou l'enfant parce que cette personne et cet enfant, à un moment donné dans son histoire, a transgressé des règles, n'a pas reconnu... oui. Et donc ça, c'est très très important à considérer, c'est qu'on n'est pas dans des recherches de savoir en tant que tel, mais dans des recherches de sens. En effet, les effets de sens induits par une interprétation ne dépendent pas de son degré de vérité, mais de sa pertinence par rapport au vécu subjectif du malade et représentation qu'il a de son rapport aux autres et au monde. L'explication d'un événement maladie est essentiellement structurée par des liens de causalité et porte au plus sur 4 questions. De quelle entité nosologique s'agit-il? Alors, c'est la tuberculose, c'est le tingni en tibétain, c'est telle l'atteinte par le froid dans la médecine chinoise, etc. Bon. Quel en est le mécanisme? Comment est-ce que ça s'est produit? Qui ou quoi? Très important, qui ou quoi en est la cause et pourquoi affecte-t-elle la personne en question à tel moment? Parce que c'est bien ça aussi la question. C'est que le malade, vous lui dites, vous avez une infection, je reparle de la tuberculose. Oui, d'accord, mais pourquoi moi? Pourquoi pas d'autres personnes autour de moi? Et là, il y a quelque chose qui relève, je dirais, d'une sorte de paranoïa, où il faut que l'explication et la production de sens répondent à cette individualisation qui elle-même s'insère dans une histoire donnée et un vécu subjectif. Ces 4 questions ne sont pas nécessairement posées dans leur ensemble, que ce soit au même moment ou dans un ordre déterminé, et les réponses qui leur sont respectivement apportées ne relèvent pas toutes nécessairement des mêmes domaines de savoir ou d'expertise. Les 2 premières, c'est-à-dire de quelle entité nosologique s'agit-il et quel en est le mécanisme, sont plutôt du domaine du savoir commun, des praticiens traditionnels ou biomédicaux, alors que la dernière, c'est-à-dire pourquoi affecte-t-elle la personne en question à un moment donné, eh bien,
ressorties concernent plus particulièrement les devins, les médiums ou les spécialistes du rituel, alors que la troisième, qui ou quoi en est la cause, ressortit à l'un ou l'autre de ces champs de compétences. De plus, ces 4 interrogations suscitent des types de réponses qui livrent au malade et à son entourage un potentiel de sens qui va croissant dans l'ordre où je les ai énumérés. C'est-à-dire, évidemment, ce qui fait le plus sens par rapport à mon vécu, c'est l'explication qui me sera donnée de dire pourquoi est-ce qu'elle m'affecte moi à ce moment-là. Oui, vous dire, bon, ben oui, vous avez telle une infection, ben oui, mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? En quoi est-ce que je suis coupable? Et donc, cette 4e question, elle, est plutôt relève plutôt du domaine des techniques de la divination ou de l'extase, plutôt qu'inférée à partir des symptômes. Donc, on va invoquer des conjonctions astrologiques défavorables, on l'a vu tout à l'heure dans le contexte indien, ou une action délétère d'être doué d'intentionnalité. C'est ce qui a la plus forte valeur explicative. C'est-à-dire que je suis atteint parce que une entité, démon, divinité locale, ancêtre, m'attaque, mais elle m'attaque aussi parce que je n'ai pas fait telle ou telle chose, ou que ma famille n'a pas fait telle ou telle chose, qu'elle a transgressé des règles, que j'ai uriné dans un certain endroit. Et donc, il va falloir réparer cette transgression. Donc maintenant, revenons, une fois que j'aurais peut-être mis en place ce que je vous propose comme un cadre de réflexion dans lequel peut s'inscrire l'exposition que vous avez vue ou que vous allez voir. Revenons aux médecines savantes d'Asie pour, là encore, les situer dans un contexte un peu plus large. Leur émergence progressive en tant qu'ensemble de savoirs et de pratiques thérapeutiques spécifiques fondées sur des corpus écrits faisant autorité s'inscrit dans une dynamique que l'on retrouve en plusieurs points du continent eurasiatique dans les siècles précédant notre ère. La médecine chinoise, l'ayurveda indien, la médecine gréco-romaine. Alors, je ne parle pas, ce sont quelques siècles avant et quelques siècles après Jésus-Christ, mais on voit au cours de cette période, dans le monde méditerranéen, gréco-romain, puis dans le monde indien et dans le monde chinois, apparaître, se constituer progressivement des systèmes de pensée que l'on peut qualifier là plus particulièrement de médical parce que, comme je le disais, ils vont proposer une physiologie qui, elle, se fonde sur des lois naturelles universelles, la circulation des souffles, les 5 éléments naturels de l'environnement, etc. Et les autres systèmes médicaux présentés dans l'exposition, les médecines lettrées de Corée, du Japon, du Tibet ou de l'Asie du Sud-Est, s'étant constituées plus tard, généralement empruntant aux traditions médicales nées en Chine, en Inde ou dans l'Occident méditerranéen. Ces médecines savantes se distinguent des savoirs et pratiques thérapeutiques antérieures ou contemporaines par un détachement des étiologies personnalistes, de démons, ancêtres, etc., et l'accent mis sur des théories physiologiques ou physiopathologiques fondées sur des lois naturelles à validité générale, donc accessibles à une rationalité formelle visant à une cohérence rationnelle censée unifier la physiologie, la pathologie, le diagnostic et la thérapeutique, eux-mêmes inscrits dans une cosmologie. Quand on lit ces textes fondateurs, si vous voulez, on voit bien que ces médecines savantes, qui se sont progressivement constituées, intègrent leurs théories physiologiques et physiopathologiques dans des univers beaucoup plus larges, parce que alors que commencent à se former ces pensées savantes, médicales savantes traditionnelles, aussi bien en Occident qu'en Asie, se constituent aussi des systèmes de pensée philosophique avec des échanges entre les deux. Enfin, dans la médecine ayurvédique, mais aussi dans la médecine chinoise, on voit très bien combien ces systèmes médicaux vont emprunter des idées à des courants plus proprement philosophiques ou des spéculations de type cosmologique. Ce qui est aussi très frappant, si on met en parallèle, c'est la médecine
comment dire, gréco-romaine, la médecine indienne et la médecine chinoise, c'est qu'on a, au-delà de beaucoup de différences, on a un état d'esprit qui est très semblable. C'est-à-dire que la vie et la physiologie, la physiopathologie sont vues en termes de flux et de fluide, de circulation de fluide. En Chine, le qi, entre autres, hein, le sang, dans les médecines ayurvédiques, les 3 humeurs, en médecine gréco-romaine, les 4 humeurs, etc. Mais on est dans quelque chose qui a une grande parenté dans la vision de base, disons. Ce sont donc la santé et la maladie, dans le fond, ne constituent pas 2 états différents. On pourrait dire que la maladie est une santé déréglée. Dans l'Ayurveda indien, vous avez on parlait tout à l'heure, les 3 humeurs, n'est-ce pas, les 3 doshas, le vent, la bile et le flegme. L'idée a été reprise par les Tibétains, qui ont la même physiologie de ce point de vue-là que les sources indiennes. Ce qui est intéressant, c'est que dans les sources indiennes, on commence déjà à voir une sorte de mise en parallèle entre ces 3 humeurs et des pensées philosophiques qui parlent de 3 poisons moraux fondamentaux, disons, de 3 passions morales fondamentales. Et au Tibet, et dans un contexte bouddhique où donc toute vie est souffrante parce qu'elle s'inscrit dans un corps biologique, eh bien ces trois humeurs, hein, la bile, le vent et le flegme, sont rattachées comme étant comme origine causale aux 3 poisons moraux qui eux-mêmes sont à l'origine de ce qui nous entraîne dans ce monde de la réincarnation. C'est-à-dire qu'en réalité, on voit bien que la maladie est attachée à la santé justement parce que les humeurs biologiques qui assurent la vie biologique et la santé sont aussi à l'origine des maladies. C'est quelque chose de très important, et donc ça, notamment dans le contexte bouddhique, ce rapprochement a été en quelque sorte suggéré par toute la position philosophique du bouddhisme par rapport à la question de la douleur et de l'existence empirique. Il s'agit donc d'une physique des fluides et des fonctions plutôt qu'une physique mécanique des solides. C'est aussi quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire que ces médecines vont attribuer c'est une sorte de météorologie permanente où les humeurs circulent, stagnent, se détériorent, se déposent à des endroits où elles ne devraient pas, etc. Et dans cette météorologie biologique, les organes solides occupent une place relativement mineure. Vous voyez, par exemple, dans le monde indien, je prends juste un exemple, l'estomac, c'est juste une marmite dans laquelle la nourriture est bouillie. Vous n'avez pas l'idée que, ah oui, c'est très important, le foie, il fait ceci ou cela. C'est tout à fait secondaire par rapport à cette physiologie des humeurs qui, elle, dépasse tout à fait ces structures qui seraient délimitées dans une anatomie donnée. Et ça évoque, en revanche, ça montre donc qu'on s'intéresse peu à quelque chose qui serait de l'ordre de la mécanique, vous voyez, au foie en tant que tel, à la rate en tant que tel, à l'estomac en tant que tel, mais à la circulation de ces fluides et notamment à des canaux de circulation à travers lesquels ces fluides circulent en permanence dans le corps. Et là aussi, je voudrais souligner ce que Frédéric Aubringer disait tout à l'heure à propos des canaux et des canaux d'irrigation. Ces médecines traditionnelles savantes, dans leur raisonnement, se sont beaucoup fondées sur la comparaison. Ont beaucoup pris des modèles dans l'environnement, que ce soit des modèles naturels, genre canaux d'irrigation, les rivières, par exemple, dans le monde indien, très très important. En fait, on peut tout à fait imaginer que les nadis, les canaux
de la médecine ayurvédique, en fait, c'est des sortes de fleuves. Et leur dynamique, c'est exactement ce qui se passe en Inde entre la saison sèche et la saison des moussons. Ça gonfle, ça déborde, ça se rend dans des endroits où il ne devrait pas. Et on voit combien le contexte naturel a servi d'inspiration pour développer des modèles théoriques de la physiologie et de la physiopathologie. Même chose en Chine, où alors à côté de ces comparaisons dans le monde naturel, on a aussi des comparaisons avec le monde de l'organisation politique. La circulation des marchandises, les entrepôts de marchandises, etc. Et ceci peut très bien être projeté sur le corps. Alors ça montre aussi que ces médecines avec une physiopathologie de fluide, dans le fond, l'anatomie telle que nous la concevons depuis l'époque, la Renaissance en Occident, n'avait pas grande importance. Oui, on dit très souvent « Ah, mais oui, mais en Occident, on n'a pas eu d'anatomie pendant très longtemps parce que la dissection n'était pas permise, de cadavres n'était pas permise par l'Église. » Ouais. Mais même chose, même argument en Inde. Mais au Tibet, alors on est dans une situation tout à fait contraire où traditionnellement, par culture, les funérailles les plus courantes consistent à dépecer le corps. On amène le corps dans un charnier et puis on le découpe pour le donner à manger aux oiseaux de proie. Et donc rien n'empêchait les Tibétains, s'ils voulaient une anatomie, de s'y intéresser. Mais en fait, l'anatomie n'a pas... D'abord, dans un système de physiologie des fluides, comme une sorte de météorologie, rien ne vous dit qu'un cadavre vous renseigne sur la vie. Il y a une distance considérable. Le cadavre, une sorte de mécanique à l'arrêt. La physiologie, c'est évidemment plus complexe. Donc un cadavre, en quoi ça vous renseigne? Pas évident. Et d'autre part, la connaissance d'une anatomie au sens moderne avait, pour ainsi dire, aucun intérêt dans le cadre de cette pensée. Et on a quelque chose, d'ailleurs c'est assez intéressant, souvent on dit « Ah, mais Vézal a fait des dessins anatomiques extraordinaires ». Très bien, mais l'anatomie de Vézal n'a eu d'incidence sur la pratique médicale occidentale que très tard. Les médecins qui étaient dans la tradition d'Hippocrate et de Galien et donc dans cette vision de la circulation des fluides ne savaient absolument pas quoi faire de cette anatomie de Vézal. Oui. Donc voilà, je vous invite à constamment essayer de vous distancer des pensées qui nous sont un peu automatiques et parce que c'est notre culture. Et donc, je voudrais insister là-dessus, cette conception très dynamique de la vie biologique. C'est des fluides qui circulent en permanence. Généralement, ils ne tournent pas. Ça, c'est très important. On n'a pas l'idée d'une circulation en cercle fermé. C'est plutôt vraiment la vision des canaux et des canaux d'irrigation. C'est un exemple qu'on retrouve très souvent, n'est-ce pas, où à partir d'une source, notamment l'alimentation, la digestion, etc., et d'autres endroits où sont produits des fluides, ces fluides s'écoulent et vont nourrir ou animer, lorsqu'il s'agit du vent, par exemple, qui est le principe dynamique, vont animer des parties en périphérie, à distance du corps. Ce sont donc des fluides pneumatiques, le Qi est un parfait exemple, mais aussi le vent, le prana, le pneuma, dans la tradition indienne et tibétaine. Et ce dynamisme, cette mobilité interne particulière, cette espèce de météorologie des fluides, elle est en changement aussi permanent par rapport à l'âge, aux saisons, à l'alimentation, selon l'endroit où vous habitez, si c'est un territoire plutôt sec ou un territoire humide ou froid ou chaud, etc. De telles physiologies et pathologies de fluides organiques ont d'importantes implications, c'est-à-dire d'abord cette conception dynamique dont je vous parlais, mais aussi l'idéal de prévention, puisque on sait qu'il y a
aussi ces corrélations entre cette météorologie des fluides internes et puis les saisons. Et donc, il faut adapter, idéalement, adapter l'alimentation, le mode de vie en fonction de ces changements, en fonction de l'âge, etc. Un désordre pathologique peut se transformer sans discontinuité en un autre. Ça aussi, c'est une sorte de plasticité, où à un moment, un désordre du flegme peut se transformer sans que la maladie change de nature ou d'identité, peut se transformer en autre chose. Et donc, cette vision dont je viens de parler est un obstacle à essentialiser les entités nosologiques. En fait, on voit bien dans les textes ayurvédiques ou dans les sources tibétaines, on va énumérer, on va faire des listes d'entités nosologiques avec des noms particuliers, mais on va toujours finir par dire en réalité, les maladies sont innombrables. Et elles sont innombrables justement parce qu'il y a cette dynamique des fluides dont je parlais, sans qu'une entité nosologique est une identité essentielle, voyez, et donc elle peut se transformer en une autre. Et dans le fond, il y a autant de maladies qu'il y a de malades. Ce qui a une conséquence tout à fait importante, c'est que idéalement, chaque traitement devrait s'adapter aux malades particuliers. Idéalement, le médecin doit préparer lui-même les composés galéniques, si vous voulez, dans lesquels il va traiter. Et selon qu'il va pondérer un élément par rapport aux autres, en général, c'est des formules assez complexes, eh bien, il devrait l'adapter très finement à l'état humoral du patient. C'est évidemment un idéal que l'on voit dans les textes, notamment évidemment, ces textes dont on dispose ont été écrits dans un contexte et pour des élites, et pas du tout pour le commun des mortels. Vous avez des pages, des chapitres entiers sur les différents aliments, mais donc les villageois n'ont jamais vu la couleur, ils ne savent même pas ce que c'est, vous voyez, ou des matières médicales extraordinaires que les gens auxquels ils n'avaient absolument pas accès. Mais l'idéal est toujours présent et en tout cas est toujours mis en avant par les textes médicaux. Alors, un autre aspect qui a déjà été évoqué, et je voudrais insister là-dessus, c'est que nous travaillons sur des textes, mais comme ça a été souligné à deux reprises, il faut bien voir que les textes qui nous sont parvenus sont des sortes de rescapés au nombre d'une quantité infiniment plus grande de sources. Et donc, quand nous avons un texte pour la Charaka Samhita, disons le tout début de notre ère, lorsque la compilation telle qu'on la connaît aujourd'hui semble avoir été formalisée, eh bien, ça ne veut absolument pas dire que la Charaka Samhita vous renseigne sur ce qui était pratiqué en Inde largement à l'époque. Nous ne le savons pas. Alors, bien entendu, on peut se dire, oui, ça c'est pas purement théorique, bien sûr, mais dans quelle mesure est-ce que c'était pertinent pour une pratique villageoise, au nord, au sud? Il faut aussi voir ce qui a déjà été souligné. Nous parlons d'aires culturelles extraordinairement grandes, avec des particularités régionales très importantes, particularités écologiques, climatiques. Et donc, la pharmacopée d'un médecin de l'Arunachal Pradesh, ou du Bihar n'est pas du tout celle d'un médecin de la côte Malabar. Vous voyez, il vit dans un environnement tout à fait différent. Et donc aussi, lorsque nous parlons de ces pharmacopées qui nous sont parvenues, bien, il faut toujours relativiser, en se disant que ça ne peut absolument pas dire que vous ayez eu des pharmacopées standardisées à travers toute l'Inde ou à travers toute la Chine et que tout le monde utilisait sous le même nom le même produit. Moi, j'ai fait une enquête au début lorsque le Ladakh a commencé à s'ouvrir à la recherche en 1974. J'ai fait une enquête auprès de praticiens. C'est tout petit le Ladakh, avec des vallées séparées un peu les unes des autres, etc. Et bien, d'un village à l'autre, sous le même terme, les médecins traditionnels n'utilisaient pas la même plante. Oui, bon, il y avait des choses qu'ils avaient en commun, les plus prestigieuses, mais pour le reste, c'était ce qui
pouvait trouver à proximité et pas du tout ce que, à Lhasa, par exemple, près de la cour, on aurait employé. Alors, je voudrais aussi peut-être vous dire quelques mots rapidement quand même de la façon dont ces médecines ont été perçues en Occident, parce que c'est un aspect important de l'exposition. Et là, je vais aller très très vite, mais juste pour vous dire que le regard occidental sur ces médecines d'Asie n'a pas toujours été le même. On voit très bien que XVIe et XVIIe siècle, et pour les raisons que je disais, les missionnaires essentiellement, mais aussi des marchands, qui venaient d'un milieu où la médecine galénique était la médecine courante, eh bien, lorsqu'ils croisaient ces médecines d'Asie, ça ne les mettait, je ne trouvais pas ça du tout exotique. Il y avait un air de familiarité évident et donc on s'y intéressait. Les Daorta dans le sud de l'Inde a compilé une énorme liste de remèdes de la région tamoule, tout simplement parce qu'il pensait que c'était très utile et que ça n'était absolument pas contradictoire avec la médecine que lui connaissait en Occident. Même chose pour les jésuites en Chine, au XVIe, XVIIe siècle, on voit l'intérêt qu'ils ont eu. Ils trouvaient que l'examen des poux à la chinoise, mais c'était extraordinaire. C'était beaucoup mieux, plus sophistiqué que l'examen des poux en Occident. Donc, c'était un regard, je dirais, pas du tout vers quelque chose qui semblait exotique, mais au contraire, vers un monde familier, mais qui leur semblait souvent très sophistiqué, très élaboré et qui méritait d'être connu en Occident. Et puis, ceci va changer au début du XIXe siècle, en gros, parce que là va commencer l'aventure coloniale, et donc une sorte de mépris des populations locales. Et il va y avoir la révolution scientifique en Occident qui va toucher à partir du début du XIXe siècle la pratique médicale avec un discrédit définitif sur la médecine d'Hippocrate et de Galien et ce qui va être les débuts de la biomédecine. Et à ce moment-là, le regard des Occidentaux sur ces médecines traditionnelles va complètement changer. C'est un même regard négatif qu'ils pouvaient avoir sur les populations et sur les cultures locales. C'est devenu quelque chose de méprisable et d'étranger. Et on a un mouvement inverse qui, au XXe siècle, se met en place avec, d'une part, à partir des années 60, en Occident, une remise en cause de la biomédecine. C'est une médecine trop mécaniciste, c'est une médecine qui n'est pas holiste, etc. Et donc, tous ces mouvements contestataires de la pratique médicale en Occident. Et du coup, un intérêt pour ces médecines traditionnelles et qui vont entrer sur le marché des médecines alternatives, le marché mondialisé. Et c'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure, mais cette introduction, cette confrontation des médecines traditionnelles d'Asie avec la biomédecine qui s'est effectuée à des moments différents. En Inde, c'est commence au XVIIIe siècle, mais au XIXe siècle, on voit les médecins ayurvédiques commencer à se poser des questions sur leur propre, par exemple, leur anatomie par rapport à l'anatomie occidentale, etc. Même chose en Chine. Au Tibet, la confrontation avec la biomédecine est très tardive, c'est les années 1950. Mais ceci va, avec ce que Frédéric a évoqué tout à l'heure, je dirais à la fois entraîner des changements très très importants dans la pratique et l'apprentissage de ces médecines traditionnelles en Asie. Je pense où la biomédecine très souvent devient le modèle et le repoussoir. Le modèle au sens où on va avoir des hôpitaux, médecine traditionnelle, des facultés d'enseignement, etc., sur un modèle occidental et notamment biomédical, les médecins traditionnels en blouse blanche avec des calots, etc., et en même temps la biomédecine sur le marché international et la rivalité entre les médecines alternatives et la biomédecine. Ces médecines alternatives vont souvent se présenter comme étant des médecines douces, plus holistes que la biomédecine, plus adaptée aux maladies chroniques, alors que la biomédecine serait les maladies aiguës, etc. Oui, donc il y a un jeu de miroir qui est très important. Et ça a aussi entraîné pour ces médecines
la modernité et la confrontation avec la biomédecine, dans les cadres étatiques modernes, c'est comment dire, une sécularisation. Frédéric Aubranger l'a mentionné tout à l'heure pour la Chine, c'est-à-dire qu'on va... les médecines traditionnelles vont perdre toutes les dimensions religieuses qu'elles pouvaient avoir. Tout ce qui est, par exemple, la démonologie, eh bien, lorsque l'on va être un médecin ayurvédique moderne, et surtout si on est un médecin ayurvédique qui vient pratiquer à Paris, on va mettre un petit peu tout ça sous le tapis. Donc il y a une sécularisation. Il y a une professionnalisation, hein, comme je le disais, dans les thérapeutes dans ces médecines savantes d'Asie ne se considéraient pas du tout comme faisant partie d'un corps professionnel organisé. Ce n'est absolument pas le cas. Hein. Or, aujourd'hui, vous avez des associations professionnelles, etc. Et pour accéder à ce statut professionnel, il faut bien entendu répondre à des critères étatiques. Aussi une standardisation dans l'enseignement. Alors que la transmission se faisait très souvent de maître à disciple ou dans des petits instituts d'enseignement, eh bien aujourd'hui, vous avez de grandes facultés avec un cursus. La première année, on apprend ça, la deuxième année, on apprend ça, etc. Et avec un examen à la fin. Et si vous n'avez pas cet examen, vous n'exercez pas. Oui. Donc c'est des changements considérables. Et comme le disait tout à l'heure Frédéric Aubranger, c'est ce qu'on va appeler aujourd'hui la médecine traditionnelle chinoise. Dans le fond, elle n'a plus grand-chose de traditionnel. Elle a même, d'une certaine manière, perdu une grande partie de son héritage proprement chinois. Oui. Donc, voilà, c'est un peu ces questions que je souhaitais évoquer avec vous. J'ai été un peu plus long que ce que j'espérais. Mais pour vous parler en 2 mots de la médecine tibétaine, en fait, la médecine tibétaine, elle est... Ce qu'on vous a dit sur l'Ayurveda peut parfaitement s'adapter à la médecine tibétaine parce que la médecine tibétaine a emprunté à l'Ayurveda toute sa théorie physiologique et physiopathologique. Elle a fait des emprunts à la Chine, notamment la prise d'époux, très très important, la moxibustion. Elle n'a pas emprunté l'acupuncture et ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'au moment où elle a fait ses emprunts à l'époque de la dynastie des Tang, pour le Tibet, entre le 7e et le 9e siècle, il est très probable que l'acupuncture en Chine n'était pas du tout considérée comme une médecine douce, mais comme une pratique thérapeutique qui pouvait être assez dangereuse. Hein, c'est pas exclu, et que les Tibétains se soient plutôt intéressés à la moxibustion, elle réputée être moins drastique que l'acupuncture, ce qui va aussi contre un peu nos idées que nous avons de l'acupuncture comme médecine douce, évidemment. Et puis des aspects alors assez intéressants qui proviennent d'aspects de la médecine tibétaine qui proviennent du monde occidental, du monde byzantin, romain byzantin. Très intéressant. En fait, les Tibétains, entre le 7e et le 9e siècle, lorsqu'ils connaissent la plus grande expansion territoriale, occupent des oasis de la route de la soie. Et les textes, les documents, les archives qui nous sont parvenus de ces oasis montrent que c'était un cosmopolitisme extraordinaire, que vous aviez des influences indiennes, chinoises et des influences persanes et plus occidentales encore, byzantines. Et par exemple, dans un texte du XVIIe siècle, mais il y a des versions plus antérieures, un texte d'histoire de la médecine tibétaine, on dit, à l'époque de tel souverain, tel empereur, au 7e siècle, il a fait venir des médecins de l'étranger, donc on cite des médecins. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on fait venir de l'Inde quelqu'un qui s'appelle Dhanvantari, donc vous avez vu tout à l'heure le fondateur de la médecine ayurvédique. On fait venir de Chine Huangdi, donc l'empereur jaune, fondateur de la tradition, et on fait venir d'Occident, parmi d'autres personnes, on fait venir d'Occident, et on dit de la Byzance, la Rome, venir de Byzance, un type qui s'appelle Galénos, Galien, 2e siècle. Oui. Donc, et on a d'autres éléments dans la tradition tibétaine qui montrent qu'il y a eu, notamment au moment de l'Empire, entre le 7e et le 9e siècle, une influence occidentale importante, avec l'importation de termes, et notamment toute une partie de la tradition tibétaine qu'on voit dans les textes, dont on ne sait pas du tout si ça a jamais été vraiment pratiqué, qui est de la chirurgie et de la traumatologie, et dans laquelle on a à l'évidence des influences de la médecine gréco-romaine, que l'on retrouve aussi, influence de la médecine gréco-romaine, dans, par exemple, l'examen des urines, très sophistiqué au Tibet, pratiquement absent en Chine et intervenu très tard dans le monde indien.
Voilà. Donc, plutôt que de vous donner des détails sur la médecine tibétaine, je souhaitais vous inviter à une réflexion un peu élargie sur ce que c'est, de quoi nous parlons, hein, ces médecines et ces thérapeutiques d'Asie. Merci beaucoup.